Bonsoir, good evening, good Abend, Erev Tov, Dobry Večer, Buenas noches. Je m'appelle Robert Schwarzwald et je suis président du comité des prix J.I. Segal de la Bibliothèque juive publique et professeur à l'Université de Montréal. My name is Robert Schwarzwald and I am chair of the J.I. Segal Awards Committee and professor at Université de Montréal. Je vous souhaite la bienvenue à l'édition 2020 de notre cérémonie de remise des prix. It is my pleasure to welcome you to the 2020 edition of the J.I. Segal Awards Gala. The J.I. Segal Awards of the Jewish Public Library are made possible by the J.I. Segal Cultural Foundation, founded by the late Dr. Hirsch Rosenfeld and Mrs. Devorah Rosenfeld. They were established in 1968 to honor and perpetuate the memory of the great Yiddish Canadian poet J.I. Segal, and to foster Jewish cultural creativity in Canada. Tonight, we celebrate a new beginning for the awards, now in their 52nd year. For the first time, we will present an award for the best Quebec book on a Jewish theme, fiction or nonfiction, written in French or English. The award comes with a $5,000 prize, thanks to the generosity of Sylvia Akins to honor the memory of her late husband, George. Even though the structure and categories of awards have changed many times over the past half-century, the purpose remains the same: to encourage and reward creative works on Jewish themes and to recognize meaningful contributions to Jewish life and culture. Today, the J.I. Segal Awards bring together people from many perspectives and backgrounds, Jewish and non-Jewish alike, to explore and illuminate Jewish themes in great books. As a meeting place for these diverse talents, the awards fulfill and promote the library's double but intertwined mission of being both Jewish and public. The J.I. Segal Awards are made possible thanks to the generosity of our numerous sponsors, whom I now wish to warmly acknowledge: the J.I. Segal Foundation, Nova Grants, Dr. Hirsch and Devorah Rosenfeld, Rosa and the late David Feinstein, Sylvia Akins, the Michael Moskowitz Endowment Fund, the Dr. Harry Rosenfeld Fund, the Mona Elaine Edelman Fund, the Shulamis Yellen Fund, the 90th Reuben Brainin Fund, and the Molly Erdstein Fund. Our namesake, J.I. Segal, is one of the most celebrated of Yiddish poets. His work is characterized by its deep lyrical expression and evocation of the dignity of Jewish life, combining, as Miriam Waddington has said so well, religious and folk tradition, modernist American literary practice, and Canadian landscape and atmosphere. His poetry lives on in Yiddish and translation. It has been a tradition to begin our award ceremony with a recitation of J.I. Segal's poetry. This year, however, it seems fitting to feature a video presentation at our virtual event. It is now my pleasure to welcome Rivka Ogenfeld and Henri Oppenheim to introduce Henri's setting to music and image of J.I. Segal's Ode to Montreal, Wunderstadt. A guten Abend euch allen, wo ihr sollt nicht sein. Good evening, friends. Tonight we have the pleasure of hearing the result of poetic inspiration for a musician. The beloved Montreal Yiddish poet Yudhid Segal was an important voice of literary modernism in the first half of the 20th century. He was prolific as a poet, teacher, editor, and cultural activist. His untimely death in 1954 at age 58 left a void in Canada and beyond, and he was deeply mourned. For too long, his poetry was largely unknown outside the Yiddish world, but slowly the translations, both into English and French, and a renewed interest in Yiddish culture came, and his work also was brought to the attention of the musician-composer Henri Oppenheim. He discovered the Montreal Yiddish poets, including J.I. Segal. Before we hear the song Wunderstadt, Henri, tell us, what attracted you to these Yiddish poets? What does this poem Wunderstadt mean to you? And what are you trying to express with the music that you wrote? Alors, il y a d'abord le chemin qui m'a amené vers les poètes yiddish de Montréal et ce chemin passait par la poétesse Chava Rosenfarb qui venait de décéder en 2011. Chava venait de Lodz, comme ma propre famille,
et sa poésie m'a tout de suite touché par son intensité et par son côté charnel. J'avais passé 10 ans à jouer de la musique klezmer sur toutes sortes de scènes, du bar jusqu'aux grandes salles symphoniques, et j'étais en quelque sorte en quête de profondeur dans ma pratique musicale. Le yiddish était la voie évidente pour moi et je l'ai découvert avec les yeux émerveillés du novice qui se plonge dans sa méthode de yiddish comme un jeune élève dans ses cahiers d'école. Je découvrais donc en même temps une langue merveilleuse et tout un monde avec sa sensibilité, son humour, son sens de l'utopie, ses amitiés. Et dans ce contexte, rencontrer Yodio Tsegal était inévitable puisqu'il était en quelque sorte le père de tous les poètes yiddish de Montréal, le premier, celui qui avait ouvert la voie. Il faut comprendre que l'approche du musicien face à la poésie est très particulière, puisque pour mettre un texte en chanson, il faut certains critères qui appartiennent principalement à la poésie classique. Alors on aime avoir de la rime, mais surtout on a besoin de métrique, c'est-à-dire d'une certaine régularité dans les pieds du poème. Wunderstadt, c'est une déclaration d'amour pour Montréal. On y voit un Montréal industriel, rugueux, chaotique, très différent du Montréal que j'ai découvert moi-même en arrivant ici, presque 100 ans plus tard. Mais même si le contexte est très différent 100 ans plus tard, tous les immigrants qui arrivent à Montréal sont frappés par la douceur de vivre et le sentiment de sécurité qui règne ici. Pour moi, le poème Wunderstadt a la ferveur et la simplicité des grandes déclarations d'amour, en plus d'une musicalité évidente qui le destinait, je crois, à devenir une chanson rythmée. Alors, bonne écoute. Stadt, du flackerst dort von frühen Morgen. Fahr Tunnelstuhl, fahr Sturms deine ewige Sorgen. Und der Stadt, und der Stadt, und der Stadt, und der Stadt. Zu sich so, riesig schwer in deine Kreisen, du warst sich mit Flammenlicht und Speis mit Eisen und der Stadt, und der Stadt, und der Stadt, und der Stadt.
Thank you, Rivka. Merci, Henri. Before proceeding with tonight's celebration, we note with sadness the passing of Grunya Kohn, a longtime faithful member of the JPL community, a perennial presence at the library, and author of many memoirs and personal writings. In 2018, Grunya was presented with a Certificate of Appreciation in recognition of her unflagging support for the library and contributions to Montreal Jewish life and letters. May her memory be a blessing. We begin by presenting the award for works in the language of J.I. Siegel's poetry and of those pioneers who created and maintained the Siegel Awards for 25 years before they became fully integrated into the program of the Jewish Public Library. Previous winners of the Dr. Hirsch and Dvorah Rosenfeld Award for Yiddish Literature include Melech Ravitch, Yaakov Zipper, Yehuda Elberg, Boris Sandler, and Chava Rosenfarb. To present this year's award, it is my pleasure to introduce jury member Stephen Ross, Professor of English at Concordia University. Chashuve Freund, mir die Jury für den Preis für jüdische Literatur, Esther Frank, Vorsitzer, Ode Garfinkel und Stephen Ross, schenken die Prämie Hayor Boris Sandlerin für sein Werk Antiklich von dem Sac Voyage. Die armnehmendige Themes von Sandlers Erzählungen seien Unbeschlossenheit, Pochet, die euch Hoffnung und Beikommen. Sandler führt eine breite Galerie Tippen und streicht unter seine persönlichen Konflikten und der politischer und sozialer Wirklichkeit von den noch milchomedigen Jahren in dem Sowjetenverband. Durch die Reinheit von seiner Sprache schafft Sandler eine Welt von Illusie, Fantasie und Koschmar, was heuern in dem Hintergrund und verwischen die Grenzen von der realer und unrealer Welt. Boris Sandler, der los nicht als Koschmar soll besiegen Hoffnung. Er weist uns, wie Fantasie und Schöpferischkeit kennen seine Rettung. Und er gibt uns, dem Lehener, euch Waffen, überzuleben, die Rangonischen von unserer Zeit. Dear friends, we, the jury of the Yiddish Literature Prize, are very delighted to award this year's prize to Boris Sandler for his short story collection Antiklich von dem Sac Voyage. Indecision and fear, as well as overcoming and hope, are the overarching themes in Boris Sandler's new collection of short stories. Sandler conveys these themes through the creation of a wide range of characters and draws attention to their personal struggles and to the social and political realities in which they occur. Alluding to the turbulent years in the Soviet Union after World War II and indirectly to the Holocaust, which haunts the background, Sandler presents us with a literary world in which fantasy, reality, and nightmare blend. Blurring the boundaries between what is real and what is not, Sandler heightens the difficulties the characters face in personal terms to reveal the impact of uncertainty in a changing social and political world. But Sandler also offers us hope. He shows us the way imagination and resilience through immigration enable the characters to navigate and cope with the terrifying situations in which they find themselves. Boris Sandler is a prolific and award-winning figure in the contemporary Yiddish arts world. He works across genres as a prose writer, journalist, playwright, musician, and filmmaker. He was born in the USSR in 1950 and studied in Kishinev and wrote pieces for Sovietisch Heimland until he moved to Israel in 1992. He published several books there in Yiddish until 1998 when he moved to New York. There he became editor of the Vorwärts, a position he held until 2016. We, the jury members, Esther Frank, Stephen Ross, and Ode Garfinkel, are delighted to award Boris Sandler this year's prize for an absolutely terrific short story collection. Thank you. Ich bedanke dem Jury für neues mein Buch Antiklich von dem Sac Voyage
wie das beste Buch von Jahr 2020 in der Nominatie von Prosa auf Jiddisch und Ivrit. Das ist schon das dritte Mal, was mein Buch bekommt den prestigevollen Segal-Preis für die Jiddische Bibliothek in Montreal. Und ob es mir erlaubt, will ich überlehnen meine kurze Erzählung, was heißt Taschlich beim Teich Reut. Ich bin gewesen alter Jahr 6, 7, wenn der Seide hat mich genommen mit sich zu Taschlich. Auf dem Breck von dem schmalen Teichel, Reut, sind mir gewesen nicht die Einzige. A ebsche schiere Jiden haben sich dort ausgestellt, sich geschockelt, gemurmelt hinter der Nuss und übergekehrt die Käschenis von sehr Räcklen und Manteln und sie ausgetreißelt. Also tit gewöhnlich man Bobbe, eider sie geht waschen meine Häuser. Schon auf dem Weg heim, ob ich auf Archidisch der gefragten Seiden, wo sie das also ist gewesen. Taschlich ist der Seide aufgekommen mit ein Wort, aber nicht mit mir kommt so gering up. Wo sie meint es das Wort? Es ist nicht stamm Wort, und dem Seiden Schmeichel stimm der warnt die kilbliche vernachtige Luft. Es ist also idischer Minig, was meint reinworfen in die Tiefenischen von Jam, die Averes und die Sind von a ganz Jahr. Mein Chiddush ist geworden noch größer. Ob sich der Mond wie die Chevre von unserer Machala lachen, als Reut ist so tief, als wir können mal rübergehen und nicht tun netzen die Fies. Aber ich habe gesucht dem Segen. Reut fällt daran in dem größeren Teich Nester. Und der größere und Nesterteich fällt daran in schwarzen Jam. Und in dem schwarzen Jam wohnen a Sachvölker. Und der Seide herabgekickt zu mir und in a Gläsel von seinen Brillen hat Blisch getun das erste Stern. Merken Kasches, ob ich dem Seiden in jener Moment nicht gefragt. Hat in mein kinderschen Moech hat sich etwas geägbert der Frage, hab aber nicht gewusst, wie so immer fragt es. Und wenn ich allein bin schon als Seide, stelle ich sich die Frage, wo es ist genieg ausgereift geworden beim Meschach von meinem Leben. Wo bekommt sich es so, als mir Iden warfen wir rein die Chatoim von der Welt in die Tiefenischen und allein verbleiben mir die Schuldige. Dank. Thank you, Stephen, and congratulations, Boris. Many of our long-standing categories for the J.I. Siegel Awards have been consolidated this year, but one other was retained: the award for the best translation into French or English of a book on a Jewish theme. Le Comité des Prix J.I. Siegel est très reconnaissant à Madame Rosa Feinstein, qui a réaffecté son fonds de dotation à ce prix, désormais nommé le prix Rosa et le regretté David Feinstein, pour la meilleure traduction d'un livre sur un thème juif, the Rosa and late David Feinstein Prize for the best translation of a book on a Jewish theme. Il est avec grand plaisir que j'invite Madame Sherry Simon, présidente du jury, autrice du livre primé Translating Montreal, Traduire Montréal, et professeure d'études françaises et de traduction à l'Université Concordia, à présenter le prix. Good evening. The members of the translation jury this year were Phyllis Aronoff, Lazar Sarna, and myself,
Sherry Simon. This year, the jury received an impressive list of submissions, and each one of them was deserving of recognition. In our deliberations, we had to focus on the qualities of the very best translations, those that face particularly challenging literary language and come up with creative responses. So we, the jury, decided on 2 winners this year. Le Yiddish à l'usage des pirates, novel by Gary Barwin, translated by Laurie Saint-Martin and Paul Gagné. And Chava Rosenfarb, Confessions of a Yiddish Writer and Other Essays, translated by Goldie Morgenthaler. Let me speak first about Le Yiddish à l'usage des pirates. L'audace, le risque et la créativité folle du roman de Gary Barwin se reflètent pleinement dans la traduction de Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. L'entreprise casse-cou de cette traduction se solde par une réussite splendide. Il faut souligner la confiance de la Maison Boréale devant un texte où les mots yiddish sont saupoudrés sur les pages et où des mots français yiddishisés sont créés de toutes pièces. L'humour et le courage de ce récit improbable réussissent avec brio l'épreuve de la traduction. Nous saluons une œuvre qui ose s'aventurer vers un nouveau monde linguistique et revenir avec des trésors étincelants. It's a real joy to be receiving the J.I. Segal Translation Prize for our rendition in French of Gary Barwin's wonderful novel Yiddish for Pirates. Thanks to Éditions du Boréal for taking on this crazy challenge. This book actually was pretty much impossible to translate, which is what made the journey so much fun. We had the feeling we were riding a roller coaster and running a marathon at the very same time, with fireworks exploding all around us. It's a witty, irreverent, hilarious, and moving ode to cultural dialogue, friendship, and mutual understanding, whose early villain, Torquemada of Spanish Inquisition infamy, gets his comeuppance at the hands of a young Jewish sailor and wings of a wisecracking parrot, who also happens to be the narrator of the novel. If you haven't yet read this terrific book, do get it for yourself in English or French. You're in for a wild ride. Chaque phrase, chaque mot, ou presque, présentait un nouveau défi. Mauvaise blague et bons mots, jargon maritime et langage ecclésiastique, poésie et références salaces, anachronismes multiples, histoire juive et références culturelles en tout genre, de Shakespeare au musical, de la Bible à Mel Brooks. Et c'est sans parler du yiddish qui émaille le texte et devient presque un personnage en soi. Émerveillés, essoufflés, inspirés par autant de folie, nous avons attaché nos tuques, comme on dit, pour suivre le rythme et garder le cap. Un plaisir de traduction inégalé. Pour terminer, donnons la parole au vrai héros du livre, ce perroquet de plus de 500 ans qui, retraité en Floride, fait les yeux doux à une jeune infirmière. Too often, stories in this library of lost people are told in the farmish, confused language of forgetting. But I speak many languages, and I'm fluent in both remembering and forgetting. Though, it's easier to tell the stories you remember, or pretend to. And what you don't remember, the stories tell for you. Dans cette bibliothèque des âmes égarées, les récits sont trop souvent faits dans le langage farmisht, confus, de l'oubli. Mais je maîtrise de nombreuses langues et je parle couramment le souvenir et l'oubli. Et même si il est plus facile de raconter les histoires qu'on se rappelle ou qu'on fait semblant de se rappeler. Et quand la mémoire te fait défaut, les histoires se racontent toutes seules. I talk too much. I've got myself twisted for Drake with words turncoating again, thinking about my bastard Mamser captain himself. But what do you expect? 500 years old and an alter kacker geezer of the highest degree, with a brain like a cabbage roll. A parrot brain, like a chameleon, on a Jewish tartan. Je parle trop. À force d'aligner des mots qui retournent leur veste et de penser à mon salaud de capitaine, ce Mamser, j'ai fini par me fradretter, m'emmêler les pinceaux. À quoi tu t'attends?
J'ai 500 ans, je suis un alter-cacaire de la pire espèce, une vieille charogne avec un cerveau comme un cigare au chou. Une cervelle de perroquet qui ressemble à un caméléon sur un tartan juif. Merci encore pour ce prix. Thank you so much. Our second winner is Goldie Morgenthaler, translator of Confessions of a Yiddish Writer and Other Essays by Chava Rosenfarb. This collection of essays and the experience it embodies defies any easy definition of translation. While the great writer Chava Rosenfarb chose to remain faithful to the Yiddish language, her daughter, Goldie Morgenthaler, enabled the passage of her work into elegant and forceful English. The book is a melding of voices, the product of a dialogue between Yiddish and English, between mother and daughter, between sensibilities and generations. The uncompromising and generous portrayal of the writer's life is a distinguished addition to the library of Rosenfarb's masterful work. And I have the pleasure of greeting Goldie Morgenthaler, who is here to accept the prize. Thank you, Sherry, and thank you for that lovely introduction. And thank you as well to the members of the Translation Committee for this award. I am very honored to be accepting it today. I would also like to acknowledge the help of Roz Usiskin and Arnis Pollock of Winnipeg, who did the rough first translations of a few of the essays. Chava Rosenfarb is the author of Essays in Confessions of a Yiddish Writer, was my mother. She was also a novelist, a poet, a short story writer, and essayist, as well as the author of the epic Holocaust trilogy, The Tree of Life, a trilogy of life in the Lodz Ghetto. I first got the idea for this collection of essays while going through my mother's papers after her death. I found there typescripts of several essays that had originally been published in various publications in Yiddish, but not in English. I determined to translate them in the hopes of making my mother and her work better known among English-speaking readers. Because the sad truth is that Yiddish, a language that once flourished in Montreal, is in great need of rescue nowadays. And the most obvious means of rescuing it is translation. Since these awards are named in honor of the great Montreal Yiddish poet, J.I. Siegel, I thought I would read an extract from one of the essays in Confessions of a Yiddish Writer, which describes Siegel and some of the other Montreal Yiddish poets as my mother knew them in the years of when she first came to Montreal. The essay is called Harps on the St. Lawrence, and I quote, "Here in the country of his escape from European persecution, Jacob Isaac Siegel put out a sign that said, Yiddishland. Yiddish was his home. He spoke Yiddish to the Canadian landscape, and it responded in Yiddish. He loved the Yiddish language and sang its praises in countless poems, publishing an entire collection entitled Sefer Yiddish, or the Book of Yiddish. He constantly wondered how modern Jewish people would remain Jewish without Yiddish. When I arrived in Canada in 1950, Siegel was at the peak of his literary powers. I lived in what was then called a double parlor, as a boarder by a refugee family who had come to Canada shortly before us. The apartment was located on the corner of Park Avenue, which was the main promenade for us newcomers. There I would often run into Siegel, his prematurely gray head raised high, his eyes staring into the distance through his glasses, his mind preoccupied with some new poem. He was a prolific writer. 2 poems a day was his normal output. Sometimes I would meet him on Mount Royal, where in some literary dispute with the always cool Melech Ravitch, Siegel would hotly defend his position, as if the fate of the entire world depended on the outcome of their disagreement. Or I would encounter him arguing with Rachel Korn, insistently trying to convince her that her most recent poem was much more profound than she had intended it to be. Sometimes I met him at the home of Ida Maze, who wrote the most beautiful children's poetry.
Having consumed a couple of glasses of cherry wine, Siegel would crack jokes, shake proverbs out of his sleeve, or entertain those present with tidbits of literary gossip. Or I would see him at the Jewish Public Library, where, given his position as the president of the Yiddish Writers Union, he would be greeting a distinguished visitor like Leivik or Opatoshu or Manger before reading a thoughtful essay about their works. But now the sky has darkened in the garden of Canadian Yiddish creativity, just as it has darkened all over the world. Siegel once asked desolately, "Is it autumn in your garden, Yiddish? Are we, with trembling hands, reaping the last fruit from your branches? Perhaps there will come another summer, another miracle, and before our tired eyes, new fruit will appear." Let us hope that the treasures of our sumptuous Yiddish literature will not be forgotten or dismissed as merely a curiosity, but will instead imbue new generations with vitality and riches for years to come. Then perhaps the sound of Yiddish harps will once again be heard by the shores of the St. Lawrence. Thank you very much. Merci beaucoup, Sherry. Et félicitations, Laurie et Paul. Congratulations, Goldie. And now it is time to present the inaugural prize for the best Quebec book on a Jewish theme. To be eligible for the prize, the author must be a resident of Quebec, or, if not a resident, have written a book with a focus on Jewish experience in Quebec. For a new and prestigious prize, we are honored to have a jury of renowned and respected authors in their own right. Mr. Emmanuel Catan, author of Penser le devoir de mémoire and 4 novels, director of the Alliance Program at Columbia University. Mr. Adam Gollner-Leith, winner of the Mavis Gallant Prize of the Quebec Writers Federation for nonfiction and former editor of Vice magazine. Monsieur Alberto Manguel, romancier, essayiste, traducteur, ancien directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine et auteur de l'histoire de la lecture. Alberto Manguel a récemment fait don de sa bibliothèque de quelques 40 000 volumes au futur Centre d'études littéraires Agora à Lisbonne. Madame Catherine Mavrikakis, romancière et essayiste prolifique, lauréate du Grand Prix du Livre de Montréal et professeure d'études françaises à l'Université de Montréal. Je remercie chaleureusement les membres du jury pour leur dévouement et enthousiasme et invite Madame Mavrikakis, porte-parole du jury, à présenter l'ouvrage primé. Le jury du prix Ségal pour le meilleur ouvrage québécois sur un thème juif a choisi avec un grand enthousiasme et à l'unanimité de couronner cette année le livre de Pierre Sanson, Le Mammouth, publié aux éditions Héliotrope. Le roman de Sanson, dédié à ceux et celles qui résistent, a su convaincre le jury de sa grandeur de vue en se plaçant d'emblée du côté du combat contre l'injustice. Laissant la vision canadienne-française très longtemps développée de la lutte des miséreux, le récit de Sanson s'inspire d'un fait historique étrangement effacé de l'histoire québécoise. L'assassinat, en 1933, par un policier d'origine italienne aux accointances fascistes et admirateurs du Duce, d'un immigrant ukrainien, Nikita Zimchuk, que l'on surnomme le mammouth polonais. Nikita, le chômeur, est mort en recevant une balle dans le dos. Ce sont les circonstances de sa mort que le récit reprendra selon les témoins de la scène. Pierre Sanson n'a pas voulu confondre la condition de victime avec celle de saint. Le mammouth est loin d'être un immigré au caractère moral exemplaire. C'est la criante injustice sortie d'un passé que l'on a occulté à travers les récits fondateurs de la modernité urbaine de Montréal que Sanson relatera ici en la réinscrivant par son roman dans l'histoire littéraire québécoise. Ce sont les espoirs et les désespoirs d'un corps montréalais grouillant d'immigrants affamés,
exploité, détesté et perçu à tort ou à raison comme communiste, que le grand romancier met ici en scène dans une vaste fresque sur les laissés-pour-compte de l'époque. Samson peut entendre les voix glacées et fait de son roman la chambre d'écho des moments historiques qui restent vivants tout en nous hantant. La communauté juive occupe une place de premier plan dans ce monde immigré de première décennie du XXe siècle, à tel point que le yiddish est la troisième langue parlée à Montréal après le français et l'anglais. En provenance surtout d'Europe de l'Est, des juifs ashkénazes apportent avec eux une histoire toute récente de lutte ouvrière et sociale, ce qui les place souvent à la tête des mouvements syndicaux, des partis politiques de gauche et des campagnes pour l'égalité et les libertés démocratiques. Samson dépeint cette communauté avec une précision topographique et psychologique admirable, tout en étant sensible aux tensions internes qui la divisent et aux rapports qu'elle entretient avec la communauté francophone et les autres groupes d'immigrés récemment arrivés. Le récit nous rappelle pourtant que l'identité juive est depuis toujours liée à la notion du départ. Expulsés, réfugiés, nomades, constamment obligés de quitter sa terre, la terre promise toujours en vue et jamais vraiment entièrement atteinte, le juif est identifié à l'immigrant, étranger accidentel et bouc émissaire idéal. Dans les tensions qui s'installent entre les diverses communautés de ce Montréal déjà très cosmopolite, la survie des petites gens, les difficultés d'adaptation de ceux-ci au nouveau monde, l'espoir d'un navire meilleur, la douleur de l'exil et l'impossibilité de trouver une terre hospitalière à travers la crise qui secoue le monde capitaliste de 1933, donnent à voir la vulnérabilité des êtres, non seulement pris entre deux mondes, entre deux époques, mais sans le savoir, entre deux guerres, dans un destin historique qui se révélera tragique. Montréal devient alors le lieu d'une lutte entre des idéologies qui s'entrechoquent en Europe et qui mèneront à 39-45. La mort de Nikita Zinchuk a failli déclencher une émeute montréalaise. Bien malgré lui, cet immigrant serait devenu ainsi le symbole d'une révolution violente. Et bien sûr, on le prend souvent pour un juif. Or, il n'en a rien été. La révolution québécoise des immigrants et des démunis n'aura pas eu lieu. L'annonce que mon roman figurait parmi les finalistes du prix Jacob Isaac Segal m'avait empli de fierté. Curieusement, quelques semaines plus tard, la révélation que Le Mammouth avait été couronné de ce même prix m'a causé une surcharge d'émotions. En effet, je suis touché par l'obtention de cette récompense. En premier lieu, parce que je suis né à l'extérieur de la communauté qui me fait l'honneur de me remettre ce prix. J'y vois une invitation à fraterniser davantage avec ses membres et je peux vous assurer que ma réponse a toujours été un oui franc et sincère. Le Mammouth n'était pas à l'origine un projet à thème juif, non. Mon roman devait s'attacher à fouiller les questions relatives à la discrimination, à la lutte pour l'égalité, à la défense des droits de la personne, à la résistance devant les violences officielles et, globalement, il représente une ode à la décence. Pour toutes ces raisons, il est forcément devenu un roman sur la communauté juive de Montréal. En prime, j'ai pu constater à quel point cette ville, comme le Québec et le Canada, a baigné dans le même bouillon historique que tous les peuples de la planète, contrairement à ce que les institutions, pour ne pas dire les gouvernements, semblaient affirmer, c'est-à-dire que le peuple québécois avait traversé les années sans avoir effleuré les bouleversements que subissait le reste de l'humanité. J'ai également constaté à quel point nous sommes tous redevables à la communauté juive qui, de façon disproportionnée, avec une générosité et un esprit de renoncement qui l'honore, a interdit aux sociétés montréalaises, québécoises et canadiennes de se soustraire aux grands mouvements sociaux et politiques planétaires. Nous avons une dette envers vous. Il me reste à espérer que le Mammouth permettra aux personnes
qui prendront l'initiative de le lire, de prendre acte de cette dette, d'ouvrir encore plus largement les bras à la communauté juive qui l'avoisine depuis plus de 250 ans et, bien sûr, également à toutes les autres communautés qui enrichissent, qui dynamisent le microcosme de ce monde dans lequel nous vivons. Mon discours serait incomplet sans les félicitations que j'adresse aux finalistes du prix Segal, mesdames et messieurs Zelda Abramson, John Lynch, Ariella Friedman, Jessica Roda et Claire Holden Rothman, et mes remerciements à la Bibliothèque publique juive qui pilote ce prix, au comité des prix J.I. Segal et aux membres du jury qui ont jugé mon travail digne d'être récompensé. Il me donne ainsi le privilège de vous offrir à tous, à toutes, mon amitié indéfectible. Je tiens à manifester ma gratitude auprès de la maison Héliotrope qui a eu la bonne idée de me publier, c'est-à-dire les éditrices Olga Duhamel, Florence Noyer et Annie Goulet, sans oublier l'équipe qui les seconde, composée d'Antoine Fortin, Fabien Philippe et Yolande Martel, ainsi que la réviseure providentielle Dominique Robert. Finalement, à mon époux, Masakatsu Matsuoka, à ma famille et à mes amis, sachez que je vous aime. Finalement, encore une fois, à tous, à toutes, et excusez mon accent, Hashem Dank, Toda Rabba, Spasibo Balshoy, merci mucho. L'air est presque caressant, songe-t-elle, et l'hiver se fait capricieux en mourant. Les nuages du matin, mauves et lisses comme la soie, se sont déchirés. Des lueurs jaunes débordent du ciel et plongent le quartier dans un clair-obscur propre au redout annuel. Elle traverse le boulevard Saint-Laurent, croise la rue Bague, fait semblant de ne pas remarquer le regard lubrique que lui adresse le bonhomme adossé au guichet du bain Schubert, le concierge Armand Taillon, barbe hirsute, maillot de corps crasseux, sous une chemise immonde en tartan tout fripé, houppe de poils, poivre et sel, laquée sur le crâne par une bonne couche de gras, ongles noirs, galoches molles. Elle passe devant quelques commerces peu fréquentables pour une jeune femme, le restaurant Carmen Silva, la salle de billard Hollywood, où entrent deux filles trop maigres, visiblement déjà ivres, une boutique plutôt misérable, le marchand de bonbons Handler, la mercerie Feinberg, la tabagie New York. Libérée de ce pan d'immeubles miteux, elle se sent si légère qu'elle enjambe la rue du Luth en 3 pas, laisse derrière elle l'édifice Weinberg, le papetier, le magasin d'appareils électriques Mencher, l'épicier Broad, le vitrier et encadreur, la boulangerie Guaranteed, le cordonnier Kochok, la cour à bois, une autre boutique de prêt-à-porter qu'elle trouve hideux, Fish Ladies Wear, consulte une dernière fois le bout de craft que Nicole, finisseuse comme elle, lui avait remis et déchiffre l'adresse griffonnée à la hâte, 4114, un prénom. Un pied de céleri avec une face de bébé, avait dit Nicole. La porte est grande ouverte. Au 4114, boulevard Saint-Laurent, elle est plongée dans une semi-obscurité. Elle grimpe lentement les marches. Merci Catherine, et toutes mes félicitations Pierre. Tonight's gala is part of Jewish Book Month, and so it is only appropriate that we end the evening with an in-depth conversation with the winning author, Pierre Sanson. D'ailleurs, je suis ravi que Madame Catherine Mavrikakis ait consenti à servir comme interlocutrice de Pierre Sanson ce soir. Je suis très contente de pouvoir aujourd'hui dialoguer avec Pierre Sanson, qui, pour son roman Le Mammouth, que j'ai ici entre les mains, a reçu le prix Segal. Pierre, je suis ravie de t'avoir avec moi et puis de pouvoir être là alors qu'on te décerne ce prix. On va faire bonjour. Bonjour, et c'est moi qui suis ravie. Merci. Écoute, je suis très
très contente que tu aies ce prix et pourtant, je me suis dit, alors qu'on était en train de délibérer, que tu serais peut-être étonnée d'avoir un prix sur un thème juif. Alors, je voudrais savoir comment tu as reçu cette bonne nouvelle, parce que nous avons fait un choix important, je crois. Oui. Et je crois que ton roman répond tout à fait à ça, mais j'ai envie de t'entendre toi pour savoir comment tu as reçu cette excellente nouvelle. Ben, oui, parce que je ne fais pas partie de la communauté juive, donc j'ai été, oui, un peu étonné, mais surtout honoré et très touché par l'honneur qui m'est fait, parce que j'ai une affection naturelle, disons, envers toutes les communautés montréalaises, mais en particulier la communauté juive de Montréal, parce que j'ai travaillé dans le milieu auparavant et je vais te conter une anecdote et peut-être c'est pas intéressant pour toi, mais j'ai commencé à travailler dans une banque à Côte-Saint-Luc et au Cavendish Mall et pour une raison qui m'a échappé, j'avais reçu à la maison une lettre du Simon Wiesenthal for Jewish Studies. Et j'ouvre la lettre et c'est marqué: en tant que membre de la communauté juive, nous vous demandons de bien... Et j'étais tellement honoré, là on parle de, voilà, 40 ans, ça. J'avais été tellement honoré et touché que j'ai envoyé mon chèque. Et j'avais été membre du Simon Wiesenthal. Donc maintenant que j'ai reçu cet honneur de la part de la communauté juive de Montréal, en fin de compte, ça m'a pas étonné parce que, bien sûr, le roman, je ne l'ai pas entrepris en me disant je vais faire un roman sur la communauté juive de Montréal. Non, c'était pas ça du tout mon but parce que de toute façon, ça aurait été un peu présomptueux de ma part d'avoir ce projet-là unique. Mais je voulais faire un roman social, dont on parlera plus tard peut-être, sur la lutte des classes, sur la résistance à la violence et à la discrimination, sur la décence d'un peuple décent, un peuple qui se tient de façon décente. Et donc, naturellement, c'est devenu, la communauté juive a été fortement impliquée dans mon projet parce que pour cette époque, pour cette géographie particulière à laquelle je me suis intéressé, c'est-à-dire sur le boulevard Saint-Laurent, elle figurait parmi les sociétés, les communautés qui ont manifesté le plus de cette décence-là, de cette conscience de justice, et donc forcément, elle est centrale au roman. Voilà. Alors dans ton roman justement, il y a des personnages qui viennent de la communauté juive que tu t'es inspiré de personnages historiques. Ouais. Il y a par exemple Joshua Gersham, Della Gordon. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, comment tu as choisi ces gens-là qui sont parce que ton personnage du premier plan, Nikita Zinchuk, il n'est pas nécessairement juif, il est peut-être antisémite, il est peut-être aussi, on le prend pour un juif parce que les identités sont très mélangées. Hein, alors, on fait l'amalgame facilement à l'époque. Voilà. Donc, pour beaucoup de gens, les étrangers, c'était tous ce qu'on appelait à l'époque des métèques. Oui. Et donc, on associait donc automatiquement à la population juive. Donc, Nikita Zinchuk était réellement un Ukrainien, peut-être polonais, ukrainien, parce que les géographies ont changé depuis, mais il n'était résolument pas juif parce qu'il fréquentait l'Église orthodoxe grecque. Donc, il était chrétien. Je lui ai greffé un passé peu honorable que j'ai inventé parce que rien n'existe de cette personne à part le fait qu'il a été abattu par un policier de la ville de Montréal. Mais maintenant, mon fil conducteur, c'est lui, mais il n'est pas central. Enfin, c'est lui qui déclenche tout. Mais donc, je l'ai pris comme point central, point nodal. Et là, j'ai fait ma recherche. Et là, c'est là où Joshua Gershman, Bella Gordon, Michael Jabber, je suis désolé, je ne me souviens pas des noms de mes personnages. Mais l'avocat qui défendait les communistes à l'époque et tous les autres, Leo Robin et qui sont présents, sont venus, bien sûr, puisqu'ils ont participé à la lutte à cette époque-là. Et donc, j'ai tenu à me tenir au plus près possible de la vérité en même temps qu'elle existe. Donc, j'ai fait des recherches les plus pointues possibles sur tout, mais y compris sur les personnages. Donc, il y a des épisodes, par exemple, dans le roman où il va au mikvé, au bain Russian Turkish bath
pour attirer les policiers. C'est vrai, c'est Joshua Gershman qui l'a dit. Il est allé à Saint-Henri, là où était la communauté juive finlandaise. C'est vrai, c'était dans le témoignage de Nicolas Gershman qu'il est allé rencontrer le mafieux dans le centre-ville qui était juif et qui avait été chargé par les hommes d'affaires juifs de lui rompre les jambes et les bras. Et ce mafieux ne voulait pas le faire parce qu'il ne voulait pas commettre ce genre de crime auprès d'un membre respectable de la communauté juive. Et donc, ils ont convenu qu'il allait se déguiser en quelqu'un qui avait été battu. C'est vrai. Donc, je me suis tenu au plus près possible de la vérité, donc, des personnages de Joshua Gershman, de Bella Gordon, en autant que j'ai pu avoir des renseignements sur ces personnes. Pour moi, c'était très important. Et je ne l'ai pas fait par grandeur d'âme, je crois que les écrivains en sont dépourvus, s'ils veulent écrire des bons livres, mais parce que c'est la vérité. Et que nous, quand je dis nous, je parle de moi, le catholique d'origine, en fin de compte, nous avons été privés de ces détails-là de notre histoire pour des raisons bon, on peut facilement imaginer, mais je trouve que c'est dommage et c'est pratiquement une tragédie que nous ayons été privés de connaître la vérité sur ces moments charnières de l'histoire de Montréal et du Québec et du Canada, et notamment avec le mouvement communiste qui était très présent en 1933. Penses-tu que si les liens entre les Québécois, le Canadien français francophone de l'époque et les Juifs avaient été peut-être rendus plus possibles, le sort de l'histoire, enfin c'est ce que dit un peu ton roman d'ailleurs, le sort de l'histoire du Québec s'en serait trouvé changé, hein? Ah, bien sûr, si nous avions, parce que je crois que cette union, notamment avec la communauté francophone et yiddishophone, mais sans exclure ce qui est autour périphérique, mais je crois que nous avions beaucoup en commun, une histoire commune qui n'est pas semblable, bien sûr beaucoup moins tragique du côté des Québécois et des Canadiens français, mais qui avait des points communs, une certaine posture sociale à l'intérieur de systèmes politiques. Pour moi, nous avions des atomes crochus qui n'ont pas pu s'arrimer les uns aux autres parce que bon, il y a des autorités qui s'y opposaient et l'ignorance faisait bien sûr partie énormément de cette équation-là qui nous a privés de cette richesse-là qui était possible et de pouvoir communier. Je suis vraiment catholique. C'est pas grave. Avec la communauté juive de Montréal, hélas. Mais il y a eu quand même des gens comme Léa Robach que je mentionne, mais que je ne pouvais pas mettre dans mon roman parce qu'elle n'était pas ici, elle était en Europe à l'époque. Mais nous avons eu quelques contacts, mais vraiment insuffisants comparé à l'importance que la communauté juive aurait pu représenter auprès de nous, les Canadiens français. Oui, c'est comme un rendez-vous manqué, hein, on peut. Tout à fait. C'est tragique pour moi. C'est un rendez-vous manqué. C'est tout à fait ce qu'on sent. Alors, il y a un grand souci, tu le disais tout à l'heure, de travailler avec les documents et aussi avec la ville, c'est-à-dire avec la topographie de la ville. Alors, on verra à l'écran tout à l'heure ce que tu as fait comme travail, mais tu peux peut-être le décrire aussi. Tu as dessiné la rue Saint-Laurent. Et raconte-nous un peu ce que tu as fait alors. Oui, donc le drame, le meurtre ou l'assassinat de Nikita Zinchuk s'est produit sur Saint-Dominique, donc la rue à côté du boulevard Saint-Laurent. Mais moi, je voulais recréer, bien sûr, tout le climat de l'époque et toute la topographie de l'époque. Donc, ce que j'ai fait et que je ne referai plus jamais dans ma vie, j'ai recréé tout le boulevard Saint-Laurent, adresse par adresse, avec chaque commerce, qu'est-ce qu'il vendait en plus, ou chaque association, qu'est-ce qu'elle représentait, et les locataires, qui ils étaient et quel travail ils occupaient, ou s'ils étaient, comme ils disaient, journalistes, qui voulait dire à cette époque chômeurs. Mais donc j'ai tout recréé. Ça m'a pris un temps fou avec des petits trucs pour coller, les petits noms, des papiers, et pour moi c'était important. C'était ma façon de travailler, je voulais
des structures extrêmement solides, dans lesquelles je pouvais, après, une fois que je voyais ça comme un labyrinthe, en fin de compte, avec des murs très solides, et après, je pouvais ouvrir les vannes de mon imaginaire, parce que c'était nécessaire pour pouvoir remplir les trous et ajouter un personnage francophone aussi, et ensuite de pouvoir prendre une plus grande liberté narrative, mais guidée et retenue par la possible vérité, la vérité la plus possible. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé. Et quand je dis telle personne vivait à telle adresse et il avait un locataire, c'est exactement ça. C'est exactement telle adresse, tel lieu et tout ça. Les dialogues, bien sûr, sont inventés, certains mouvements sont inventés, mais en grande partie, je me suis tenu le plus possible à la stricte vérité. Alors, si je comprends bien, tu as fait tes recherches d'abord et puis après ça, tu as laissé ton imagination galoper. Mais ces recherches, tu les as faites où et sur combien d'années, en fait? Parce que ça a l'air un travail monumental. Hein? Le Mammouth, c'est aussi ton roman. C'est tout entier qui est ton roman. Ben, écoutez, au total, ça m'a pris 5 ans à l'écrire, ce roman. Je dirais qu'il y a eu 2 années de recherche, strictement de recherche, avec le premier chapitre, la première scène qui avait été écrite. Le reste, je ne savais pas. Donc, j'ai fait toute la recherche, mais bien sûr, après, une fois que j'ai commencé la rédaction, ça se faisait parallèlement à la recherche. Parce que si je disais, il prend son camion et il monte le boulevard ou la rue Saint-Urbain, ben, j'avais pas fait la recherche là-dessus parce que c'était dans un autre quartier de la ville. Alors, je devais conduire une recherche parallèle aussi. Mais plus j'avançais dans le roman, moins de recherche je devais faire, car c'était quand même assez bien circonscrit comme territoire tout de même. Mais c'était une recherche, c'est excitant. Moi, j'ai adoré faire la recherche en plus, mais ça m'a causé une hernie discale. Mais quel était ton rapport avant ces 5 ans à la rue, au boulevard Saint-Laurent? Est-ce que tu y vis? Est-ce que zéro, c'est pas du tout ton coin? Pas du tout. Écoutez, c'est accidentel, comme je crois les bonnes idées. Parce que je crois que c'était le résultat d'une bonne idée, ce roman. Et je faisais une recherche pour un autre roman que j'avais écrit auparavant, qui s'appelle La Maison des Puits. Et je faisais des recherches sur les langues en voie de disparition, les langues en péril. Et j'ai dû faire une recherche sur le yiddish. Et en faisant la recherche sur le yiddish, et c'est ce qui est merveilleux quand on fait notre propre recherche, c'est qu'on tombe sur des choses, comme on dit en mauvais français, pas rapport, c'est-à-dire qui n'ont aucun rapport avec le sujet, mais j'ai vu cette histoire de Nikita Zimtchuk, et ça s'est comme accroché. Et je l'ai mise de côté, cette histoire, et j'ai terminé mon roman et tout ça. Mais cette histoire me hantait quelque part, et je trouvais qu'il y avait une relation avec les actualités aussi, avec la brutalité dont on accuse les forces policières, sur la brutalité aussi de l'État, qui est institutionnalisé peut-être. Donc c'est un sujet qui m'avait happé. Et donc j'y suis retourné beaucoup plus tard. J'ai écrit un autre roman sur les entrefaites, mais c'est comme ça que j'ai été attiré, pas parce que le boulevard Saint-Laurent m'attirait. Je suis une personne, moi je viens de Schlaga. Donc, le boulevard Saint-Laurent, pour moi, c'est un endroit où j'allais comme en touriste, pratiquement. Et mais c'était plus ce qui s'est passé, c'est l'émeute aussi qui a eu lieu une semaine après ou même 5 jours après l'assassinat de Nikita Zimtchuk. C'est ça aussi qui m'intéressait, c'est qu'on n'en avait jamais entendu parler, qu'il y avait eu une émeute à cause de tous ces faits-là et pendant les obsèques de Nikita Zimtchuk. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, c'est le fait historique et d'en faire un roman social. C'est-à-dire, je voulais pas faire un roman historique, ça ne m'intéressait pas. Pour moi, c'est un prétexte pour explorer autre chose. Et donc, j'en ai fait un roman très à la Zola, parce que je suis un lecteur, j'ai beaucoup aimé Zola, je l'aime beaucoup, mais Dickens aussi. C'est un roman qui a beaucoup, j'espère, de références littéraires,
qui viennent de mes lectures, que ce soit Richler ou Dickens ou Grimmelhausen ou d'autres romans picaresques et en même temps Zola et puis Nabokov. Mais pour moi, c'est aussi ça, un roman, c'est un projet littéraire avec une mémoire. Donc, c'est très important pour moi la mémoire historique, bien sûr, mais la mémoire littéraire aussi, et de pouvoir en faire un roman social qui est intemporel quelque part. Mais c'est ça ce qui est passionnant, c'est les liens qu'on peut faire avec l'époque et maintenant. Mais j'ai envie quand même de te dire que ton roman est anachronique, non pas par son sujet, mais par sa forme, parce que je trouve que le roman social, c'est quelque chose d'assez rare en ce moment. On en voit peu. Il y a tu parlais de Dickens, Zola. Il y a des très grands modèles. C'est des modèles déjà. Moi aussi, je suis une grande lectrice de ces auteurs-là. Mais j'ai l'impression que autant il y a quelque chose dans ton projet, alors que justement tu parles d'une autre temporalité, il y a quelque chose de complètement contemporain. Autant tu as choisi esthétiquement une forme qui, je n'allais pas en désuétude, là, je suis sûre qu'il y a. Mais bon, elle n'est pas à la mode en ce moment, disons-le comme ça. Voilà, c'est pour moi un des devoirs des écrivains, c'est justement de se méfier d'être à la mode et de ne pas y penser. Vous savez, quand j'ai commencé à l'écrire et j'ai vu très rapidement qu'est-ce que ça allait avoir comme texture, ben c'est sûr que l'idée m'est venue, je dis, ça manque c'est pas la mode, faudrait peut-être que je le fasse au jeu, tu vois, ou quelques questions me sont venues, puis j'ai fait non, c'est le sujet, je suis dans un état de roman social, et ce n'est pas parce que c'est Zola qui l'a fait un siècle ou un siècle et quelques plus tôt que maintenant on ne devrait plus y penser, parce que à ce compte-là aussi, le jeu, c'est pas nouveau. Donc c'est une question aussi cyclique, et je n'ai pas hésité très très longtemps, parce que j'assume moi, avoir raison, hein, c'est sans importance pour moi, c'est de produire. Et donc, si j'ai eu tort de faire un roman social, ben le Seagull n'est pas d'accord avec lui. Alors, je ne pense pas que tu as eu tort, mais je pense que dans toute ton œuvre, il y a toujours un décalage tout à fait sain par rapport à l'ère du temps. Il y a toujours une volonté de dire, voilà l'ère du temps, mais je vais vous la présenter de façon un peu décalée. C'est tout ton travail, en fait. Je crois que d'habitude, tu n'as pas fait de roman social, mais il y a pour moi toujours ce travail un pas de côté dans ce que tu fais, et surtout dans la forme, les formes que tu utilises. Et j'ai envie de te demander, au niveau de l'écriture, c'est quand même un tour de force de faire vivre tant de personnages. C'est quand même, parce que le roman social demande aussi une mégalomanie, je vais le dire aussi. Puis comme c'est le mammouth, je me permets de le dire, parce que c'est le mammouth, c'est vraiment un éléphant. C'est ça, mais non. Oui, donc comment tu t'es senti, mais comment tu t'y es pris dans ton travail de créateur par rapport à cet objet qui était immense. Oui, ben merci pour le compliment détourné. C'est une profonde admiration pour tout ce que tu fais. Mais c'est une question de structure pour moi. Et donc, comme j'ai dit, il y avait des parois, des murs très très solides, ça aide quand même pour tenir la machine. Et puis c'est une question de structure, c'est-à-dire d'y aller par un point de vue, un autre point de vue, un autre point de vue, et je sais que c'est pas une façon très populaire de le dire, d'être très autoritaire avec la narration, et avec le lecteur et la lectrice, c'est une lutte pour moi avec les lecteurs et les lectrices, c'est une lutte de dire c'est moi qui mène. Mais en fin de compte, tout le monde sait très bien que c'est la lecture, c'est du côté de la lecture qui est aussi le véritable contrôle final. Moi, je propose un produit fini et les lecteurs vont lui opposer leur propre interprétation. Mais pour moi, le plaisir, c'est de faire acte d'une autorité tout à fait illusoire peut-être, mais d'y aller avec toute l'autorité, de dire si je me casse la gueule, ben, je vais me la casser, mais pas à moitié. Et ça donne, à mon avis, un roman bien structuré qui ne permet pas, le moins possible, enfin, aux personnes qui lisent le roman de se perdre.
mais bien sûr, ça vient au coût d'un certain corset qu'on lui impose et qui peut être aussi très amusant aussi. Oui, il y a des moments très cocasses aussi. Ouais. Mais je crois que j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'autorité parce que je trouve que c'est un roman qui a une voix très d'autorité, ce qui fait de toi un grand auteur ici. Par moment, je dis pas que c'est toujours l'autorité, hein, parce qu'il y a peut-être des textes qui étaient moins autoritaires et ça faisait aussi des grands textes. C'est pas la question. Mais je crois que dans ce cas-ci, il y a une forme de puissance narrative et je suis là, je vais tenir ça jusqu'au bout. Donc c'est vraiment et il y a aussi quelque chose qui nous tient en haleine jusqu'à la fin, il y a quelque chose comme ça qui nous porte, qui porte le lecteur au terme du livre. Ben écoute Pierre, j'espère que c'est le début d'une série de prix pour ce texte. Et puis, on sait jamais, peut-être il y en aura d'autres. Et je te remercie infiniment pour ce livre et d'avoir accepté ce prix. Écoutez, je suis honoré, je remercie toute la communauté et les jurés qui me l'ont accordé. Je suis vraiment touché et vraiment ému par ce prix. Merci encore. Merci. Merci à vous deux pour cette passionnante conversation. This brings us to the end of the 2020 J.I. Segal Awards Gala. I encourage you all to purchase the wonderful works of our winners and finalists. Before saying goodnight, I would like to express my heartfelt thanks once more to our sponsors, and to Samantha Whips and Neil Oakshott at Eclipse Productions, to all jury members and jury chairs, to Michael Krellinston, Barbara Winoski, Leo Huberman, and last but never ever least, Roxana Bronze. Finally, my sincere thanks to you, our viewers, for tuning in this evening. It is a cliché, but no less true to say that we are working in exceptional circumstances this year, and your support means the world to us. On behalf of the J.I. Segal Awards Committee, I extend our wishes for good health to you and your loved ones. Bonne santé à vous et à vos proches.